Alexandre Anglade, bonjour. Bonjour. Député des Français du Benelux, comme on le disait tout à l'heure. La décivilisation évoquée par Nicolas, ça donne aussi le harcèlement scolaire. Tout le monde a encore en mémoire le drame de la petite Lindsay. Pape Ndiaye demande à tous les principaux de collèges d'organiser 1 heure de sensibilisation dès cette semaine. Alors que les collèges sont en fin d'année scolaire, qu'il y a le brevet, est-ce que c'est pas une réponse un peu déconcertante ? Non, écoutez, moi je crois que c'est absolument important que les chefs d'établissement scolaires puissent se mobiliser, parce que c'est un fléau qui frappe l'ensemble de nos établissements scolaires aujourd'hui, avec les réseaux sociaux qui jouent une part de plus en plus importante dans le phénomène de harcèlement qui peut s'organiser en meute. Mais il y a déjà des heures de sensibilisation. Et donc c'est important de pouvoir avoir une réponse, je crois, à l'échelle de l'Hexagone, après un drame. Le suicide de la petite Lindsay, 13 ans, qui a ému toute la France. Et dès la rentrée prochaine, il y aura là d'autres mesures qui seront annoncées de manière à prendre à bras le corps un phénomène qui s'est radicalement amplifié ces dernières années. Ça sera un chantier prioritaire. Il n'y a même pas une décennie, on en parlait assez peu. Et c'est devenu aujourd'hui une réalité extrêmement concrète dans la vie de milliers de jeunes Français, et donc il faut réagir avec beaucoup plus de force. L'autre drame qui a ému le pays, c'est évidemment l'agression des enfants à Annecy. Plusieurs sujets politiques sont surgis de ce drame, plusieurs sujets polémiques. Faut-il interdire la libre circulation des réfugiés en Europe ? On est réfugié dans un pays, on reste dans ce pays, on ne circule pas dans le reste de l'Union européenne. Moi, je voudrais pas qu'on fasse d'amalgame entre la politique d'asile, qui est un fondement de nos démocraties libérales en Europe, et le drame qui est intervenu la semaine passée à Annecy. Je trouve qu'il y a beaucoup d'indécence à lier les deux phénomènes. Il y a un sujet migratoire en Europe qui est une préoccupation majeure de l'ensemble de nos sociétés, en France comme dans tous les pays européens, qui préexistait au drame d'Annecy, qu'il faudra évidemment travailler et apporter des réponses, mais c'est certainement pas le drame d'Annecy qui doit définir quelle sera la réponse qu'apporteront les pouvoirs publics. Rester dans le pays où on a obtenu l'asile, ça peut être une mesure. Ça peut être une mesure, mais c'est pas le sujet fondamentalement. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'on organise mieux l'asile au niveau européen, comment est-ce qu'on fait en sorte que celles et ceux qui ont vocation à obtenir ce droit qui est constitutif de ce qu'on est puissent l'obtenir plus rapidement, et puis celles et ceux qui parfois le dévoient, eh bien, n'y ait pas accès. Si on est débouté dans un pays, aujourd'hui, on peut déposer un dossier dans un autre pays. C'est un peu incohérent, comme le dit Jean-Pierre Chevènement hier dans le journal du dimanche. C'est pour ça que Jean-Pierre Chevènement ne l'évoque pas, mais c'est pour ça qu'il y a un pacte asile et migration qui est négocié au niveau européen depuis le début de cette législature, donc ça fait presque 4 ans maintenant, qui doit aboutir dans les prochaines semaines. Il y a un accord important qui a été trouvé la semaine passée entre les ministres de l'Intérieur des 27 pays de l'Union pour faire en sorte que l'asile soit décidé au niveau européen avec un point d'entrée, de sorte à éviter ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire quelqu'un qui demanderait l'asile dans un pays, par exemple en Italie, en Allemagne ou ailleurs, qui s'il était débouté viendrait le demander en France et parce que les règles seraient différentes pourrait l'obtenir. Ça ne marche plus. Et donc il faut que ensemble, à 27, on arrive à avoir un seul point d'entrée, des critères communs, qu'on traite plus rapidement les demandes, et que lorsque quelqu'un qui n'a pas vocation à avoir le droit d'asile parce qu'il est parfois dévoyé, eh bien il quitte le territoire européen plus rapidement. Et là on a du mal à mettre en pratique ce départ. On a du mal à le faire parce que les États d'origine sont parfois réfractaires. C'est la fameuse question des laissez-passer consulaires. Un laissez-passer consulaire, très concrètement, c'est ce qui vous permet, à nous, France, de renvoyer vers un État tiers un ressortissant qui n'a pas vocation à rester sur notre territoire. Et donc, il faut qu'on travaille dans les accords bilatéraux avec les États d'origine pour faire en sorte qu'ils reprennent mieux leurs ressortissants. Mais encore une fois, moi, je pense que c'est important de ne pas tout mélanger et de ne pas faire d'Annecy le symptôme ou le symbole d'un système qui dysfonctionnerait. Non, mais c'est l'occasion. C'est un drame innommable. Moi, j'ai encore beaucoup de tristesse je pense que c'est le cas de chacune et chacun d'entre nous. Je pense aux enfants, aux familles. Et il faudrait pas laisser penser à nos concitoyens que le drame d'Annecy serait le fait d'un dysfonctionnement quelconque. Dans cette négociation avec les pays pour les laissez-passer consulaires, supprimer les aides au développement, interdire les transferts financiers des particuliers vers leur pays d'origine, ça peut être des outils ou c'est trop dur ? Ça peut être des outils, enfin, tout est sur la table. Je pense qu'en matière migratoire, il n'y a pas de totem ou de tabou à avoir. Il faut faire en sorte que les États qui aujourd'hui ne maîtrisent pas leurs frontières à l'extérieur de l'Union et qui refusent ensuite de reprendre leurs ressortissants comprennent que cela ne fonctionne plus aujourd'hui et que si il n'y a pas une volonté plus claire
de leur part, eh bien de faire leur part de responsabilité. Les pays européens ont aussi des moyens de répondre. Mais encore une fois, tout ça doit se faire de manière globale à 27 avec nos partenaires européens. C'est pour ça que la politique de développement qui est menée à Bruxelles en lien avec les 27 est extrêmement importante et que c'est un des leviers. Mais je préférerais qu'on aboutisse à une solution qui soit négociée et diplomatique plutôt que d'arriver à des contraintes, à des menaces comme celle-ci. Une loi immigration est en discussion, est en gestation. Est-ce que la majorité doit accepter clé en main ce que propose la droite, ce qui garantirait une adoption ? Ben non. Je crois que le sujet migratoire, comme vous le disiez, est une préoccupation très claire de nos concitoyens. C'est pour ça qu'on n'a pas attendu les propositions de loi des LR. En l'occurrence, c'est 2 propositions de loi qui ont été faites par les LR, une projet de loi classique et un projet de loi constitutionnel. On n'a pas attendu ces propositions pour nous-mêmes faire des propositions qui reprennent d'ailleurs des sujets qui avaient été portés pendant très longtemps par la droite, qu'elle n'a jamais mis en œuvre, et par la gauche, qu'elle n'avait elle-même jamais mis en œuvre, sur l'expulsion des délinquants étrangers pour la droite, sur la régularisation des travailleurs dans les métiers en tension pour la gauche. Et donc c'est un projet de loi, c'est des propositions qui sont avancées par la majorité, qui sont radicales dans leur mise en œuvre, qui ne sont pas dans le compromis ou dans le en même temps, comme on peut parfois le dire. Et donc c'est sur cette base-là, et non pas sur celle des LR, que nous aurons à mener la négociation. Par ailleurs, les LR proposent de sortir des traités européens en matière migratoire. Nous ne voulons pas de ce Frexit migratoire proposé par les LR. Nous pensons que plutôt que déroger au droit européen, nous devons agir avec nos partenaires européens sur la question migratoire. Éric Ciotti demande à être reçu à l'Élysée pour parler d'immigration. C'est justifié comme demande? C'est à ce niveau-là que ça doit s'arbitrer? Écoutez, le président de la République recevra l'ensemble des forces politiques pour parler de révision constitutionnelle. Éric Ciotti étant le patron d'un parti important à l'Assemblée nationale, le Parti des Républicains, il est fondé à demander à être reçu et il le sera. Il le sera pour discuter des propositions constitutionnelles. J'ai compris qu'il y avait une proposition constitutionnelle qui était portée par les LR pour l'immigration, sur l'immigration, pour déroger au droit européen. Ce n'est pas notre position, mais il est fondé à la porter. Hier sur Radio J, Pierre Moscovici, qui dirige la Cour des comptes, a dit qu'il fallait considérer l'ISF vert, qu'on avait un peu écarté cette solution, financer la transition écologique par un impôt spécifique sur les plus fortunés. Que lui répondez-vous ? D'abord, Pierre Moscovici réagit au rapport qui a été présenté par Jean Pisani-Ferry, qui est un économiste. Assez proche d'Emmanuel Macron en 2017. Oui, qui a très largement participé à l'élaboration du programme du candidat Emmanuel Macron à l'époque. Et dans ce rapport Pisani-Ferry, il pointe d'abord le coût de la transition écologique. Il nous dit que ce sera 60 à 70 milliards d'euros par an si on veut être capable de financer la transition écologique. Et donc, il avance un certain nombre de propositions, dont l'ISF vert. Nous pensons que ce n'est pas forcément la meilleure des mesures parce que ça frapperait d'abord les 10% de Français qui payent déjà 75% de l'impôt sur le revenu. Ça veut dire celles et ceux qui payent déjà le plus d'impôts dans notre pays. Et nous avons une politique qui est maintenant mise en œuvre depuis 2017 qui vise à faire en sorte de baisser les impôts pour l'ensemble de nos concitoyens, en particulier ceux qui payent beaucoup d'impôts sur le revenu. Et donc, plutôt que de mobiliser de l'impôt et d'augmenter les impôts à nouveau, il semblerait peut-être plus judicieux de mobiliser l'épargne des Français. Il y a différents leviers pour le faire et ça rapporterait à peu près la même chose que ce que propose Pisani-Ferry, parce que dans son rapport, ça rapporte environ 5 milliards, son ISF vert. Et donc, en mobilisant les différents leviers de l'épargne des Français, on peut arriver à ces 5 milliards. De manière indolore. Exactement. L'Assemblée va travailler aussi sur les déserts médicaux. C'est une discussion qui arrive devant vous. Certains sont favorables à l'obligation d'installation pour les médecins, que les médecins fraîchement diplômés fassent quelques années dans des déserts médicaux. Pourquoi pas ? La collectivité finance leurs études. Oui, mais en même temps, moi, je ne connais pas de territoire qui aujourd'hui ne soit pas en difficulté pour trouver des médecins. Vous me répondrez Paris. Part la Côte d'Azur et Paris. Oui, mais dans quelques années, à Paris, il y aura aussi de grandes difficultés. Et donc, cette proposition, elle me semble pas forcément aller dans le bon sens. Je crois pas que ce soit en contraignant un médecin qu'on répond aux difficultés que peuvent rencontrer nos concitoyens. Je pense que c'est par une meilleure organisation territoriale de l'offre de médecine, en faisant mieux travailler ensemble les généralistes, les cliniques, les hôpitaux, les infirmières, les pharmaciens. C'est de cette manière-là qu'on y répond dans un premier temps. Et puis dans un second temps, avec l'arrivée des nouveaux médecins qui vont arriver du fait de la levée du numerus clausus
qu'on a voté en 2018. Et donc, progressivement, ces premiers médecins vont arriver. Ça prend du temps, 10 ans. Ça va prendre du temps, mais d'ici à la fin du quinquennat, ils vont arriver. En attendant, il faut qu'il y ait une meilleure... C'est ce que propose Frédéric Valletoux dans une proposition de loi qui va être débattue à l'Assemblée cette semaine, de mieux organiser territorialement, par département, par région, l'offre de soins. Alors, remaniement ou non avant le 14 juillet? On ne parle que de ça dans la presse et dans les couloirs. C'est une prérogative du président de la République. Et donc, il aura le loisir de l'annoncer s'il estime que c'est nécessaire. Mais vous savez, vous avez une première ministre qui mène un travail important à la tête du gouvernement depuis maintenant plus d'un an. C'est une dynamique qu'il ne faut pas casser. Dans un contexte difficile, où il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, où il faut construire des majorités sur tous les textes. Il y a eu des moments difficiles sur les retraites notamment, des textes budgétaires où le débat a été âpre. Mais on a fait passer plus d'une vingtaine de textes, près de 30 maintenant, des textes importants. Et donc je crois qu'Elisabeth Borne est aujourd'hui celle qui est la mieux qualifiée pour exercer le poste de Première ministre. Après, si le président de la République pense que c'est nécessaire de faire des ajustements, ça et là, changer l'équipe, remuscler l'équipe, c'est sa prérogative. Mais encore une fois, dans ce contexte très difficile, je trouve que la Première ministre fait un travail remarquable. Vous, parlementaires, vous avez besoin de certains ministres qui apportent plus, qui viennent plus défendre leurs textes. Vous manquez d'un gouvernement qui vous soutienne dans cette absence de majorité? Écoutez, nous sommes dans un temps de combat politique, où, à défaut de majorité absolue, nous sommes contraints de construire des majorités avec nos oppositions, ce qui n'est pas simple, puisque celles et ceux qui sont dans les oppositions sont fait justement élire pour ne pas travailler avec nous, pour proposer un projet alternatif. Et donc, ça nous oblige à nouer beaucoup de compromis, à engager des discussions qui sont parfois rudes dans l'hémicycle et en dehors, et à mieux préparer les textes en amont. Et donc ça, c'est aussi ça la responsabilité des ministres, être capable d'enclencher une discussion plus sérieuse avec nos oppositions pour préparer les textes. Pierre-Alexandre Anglade, merci et bonne journée. Merci à vous. Merci messieurs, nous retiendrons, nous devons agir avec nos partenaires européens sur le sujet migratoire. Christophe, on vous retrouve demain en compagnie d'Antoine Armand, député de Haute-Savoie. À demain. À demain. Radio J, retrouvez le Barbier du matin